Carte de départ. Alors, un grand événement pour la première d'une nouvelle émission littéraire. On peut dire ça, Gérard, on peut le dire. On peut le dire. Bah, on lit des bouquins. Avec l'immense, la grandiose, celle que tout le monde s'arrache. 1m65. Voilà, remarquez dans quel état elle est, vous avez remarqué. Mélanie. Mélanie, alors il faut que vous vous rappeliez, n'importe comment avec un visage pareil, on se rappelle de Mélanie. Qu'est-ce que vous allez nous proposer? Je vais le faire genre du Gérard, tu peux me tutoyer, hein. Faisons comme si... Mais comme vous voulez, oui. Il n'y a pas de problème. Alors, dans ma petite besace, voilà. Gérard, je suis sûre que tu connais, hein, Oui. parce que tu connais tout, parce que tu es le libraire, Laura Kazishke. On reviendra, oui. Ouais, moi j'ai lu Laura Kazishke il y a pas longtemps, je l'adore. C'est ma chouchoute. J'ai lu plein de ses romans, mais figure-toi que j'avais jamais lu son tout premier, qui est quand même sorti en 96. J'étais même pas née, tu vois, limite. Et moi, ça faisait déjà longtemps que j'étais vieux. Ouais. Oui. Et ça s'appelle A Suspicious River. Déjà, je trouve que c'est bizarrement traduit. Hein. Oui. Pourquoi Suspicious River? Parce que ça se passe là-bas, c'est le nom du bled un peu paumé, un peu brumeux aux États-Unis. Laura Kazishke, elle vient du Michigan, et c'est vrai que généralement, ses romans sont teintés de cette atmosphère un petit peu froide. Et on a toujours une ambiance hyper pesante, malsaine, du début à la fin. On frissonne. Je tiens à annoncer la couleur tout de suite. En même temps, Laura Kazishke, elle fait également de la poésie. Et ça, on le ressent vraiment dans son style. C'est-à-dire qu'elle décrit les choses avec une beauté mêlée d'horreur. C'est hyper particulier. Là, dans A Suspicious River, elle brosse le portrait d'une femme qui s'appelle Leila, et qui est réceptionniste d'un motel tout à fait miteux. Et qu'est-ce qu'elle fait, Leila, pour passer le temps? Eh ben, elle s'envoie les clients de passage, les mecs qui passent. Ça m'étonne pas que vous ayez été touché par ça. Bon, oui. Au début, on se dit, elle est prisonnière d'un mariage ennuyeux, peut-être qu'elle fait ça pour tuer le temps, mais pas du tout. On se rend compte que c'est bien plus complexe, et en fait, comme souvent chez Kazishke, on a affaire à une femme qui est maudite, marquée par la mort de sa mère, et qui du coup reproduit une sorte de schéma, comme si elle était poussée par une force invisible à donner comme ça son corps sans relâche. Elle éprouve pas de plaisir, pas de déplaisir non plus, c'est comme si elle était anesthésiée. Moi, ce que j'ai aimé dans ce roman, Gérard, c'est que dès le début, on sent que, oulala, ça va partir en sucette, qu'il va arriver des choses à cette petite Leila, et on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Et on tourne les pages, on peut plus s'arrêter, on se dit, oh là là, ça lui pend au nez, il va lui arriver malheur à cette petite. Et une fois n'est pas coutume, avec Laura Kazishke, l'autre chose intéressante, c'est qu'elle décrit la société américaine avec brio. Là, on est plutôt sur la lower class, avec un côté réaliste, naturaliste, et en même temps, elle injecte, Laura Kazishke, des petits côtés fantastiques. On dirait tout simplement que l'héroïne est hantée par des fantômes, et en premier par le fantôme de sa mère. Voilà, comme si elle ne pouvait pas échapper à son destin. Ça, c'est son premier roman. C'est son premier, il a même été adapté au cinéma il y a quelques années, hein, je le remonte pour nos lecteurs. Voilà, ça monte en puissance. En gros, moi j'ai été littéralement scotchée par la violence de la fin. C'est dur, il y a une fin en plus. Mais... je regrette pas de l'avoir lu parce que ça bouleverse, ça voilà. Tu me parles de ça, ça ressemble à la vie de Kennedy. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le parallèle, c'est Kennedy va se taper toutes les filles possibles et imaginables, en fait en parallèle avec son père et sa mère. Et quand, il n'y prend pas de plaisir non plus, il collectionne, et tout est dans la collection. On pourrait quand même... Comme si, j'ai pas le livre là, mais bon, vous pouvez aller sur le site de la Griffe Noire, vous trouverez de Fernandez un bouquin qui s'appelle Kennedy chez Perrin, et vous retrouvez quand même un parallèle masculin. Amélie, alors c'est une première. J'espère que vous enverrez plein de mails pour l'encourager. Moi je me rappelle de ma première à la télé, je vais vous dire, j'avais tellement chaud, j'étais tellement agrippé au canapé que s'ils avaient retiré le canapé, ils me retiraient avec. On va parler de Chien de chantier. Ah, j'adore la tête du chien. Alors, Chien de chantier, voilà, c'est super. C'est vraiment pour à partir de 3 ans. Ouais. C'est l'histoire d'un chien qui, comme tous les chiens, son kiff, c'est d'aller chercher des os, de creuser la terre pour trouver des os. Il arrive dans un chantier, il sent avec sa truffe. Lui, il a une truffe infaillible, donc normalement, il les trouve tout le temps. Il sent qu'il y en a une, et là, malheur, au moment où il gratte la terre est super dure. Il y va avec sa petite pelle, rien à faire. Donc, il va chercher une première pelleteuse.
Il creuse un peu plus loin, mais la terre est toujours trop dure et l'os est trop profondément enterré. Bref, à chaque page, il arrive avec une plus grosse pelleteuse jusqu'à la fin. Alors là, c'est génial parce qu'il y a là, tu vas tout casser. Attends. Il y a deux fois des doubles pages et du coup à la fin j'adore ça, la pelleteuse. C'est la pelleteuse géante, donc ça va plaire à tous les gamins qui adorent les trucs de chantier et tout, vraiment voilà. Et donc non seulement il arrive avec cette grosse pelleteuse, il va finir par trouver son os, mais parce qu'il a un flair infaillible et qu'il avait tout pigé, l'os qu'il trouve c'est juste un os de dingue. Voilà, parce qu'il trouve le squelette d'un genre dinosaure ou un truc comme ça. Donc voilà. C'est énorme. Voilà, c'est vraiment super. Voilà, je pense que les garçons, les filles, ça va plaire à tout le monde. Et du coup, il y a le suspense parce qu'à chaque page, il arrive avec une plus grosse pelleteuse pour aller creuser un peu plus profond et puis finalement pour trouver ce gros machin. Ah, j'adore la pelleteuse plus les... Ah, non, c'est génial. Ça, c'est pour les garçons plutôt. Super. Non, les filles aussi. Non, mais les filles et les garçons, ils ont le droit. Hein. Ah bon, d'accord. Ouais. Et les garçons ont le droit de jouer à la poupée. Un ami, Christophe Onodibio, plongé chez Gallimard. Eh bien, c'est un prix qui existe depuis longtemps. C'est la plus célèbre, la plus riche maison de retraite française qui vient de décerner son prix pour personnes âgées, plutôt pas déficients mentaux, mais bon, pas très 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 en forme. Il vient de recevoir le prix de l'Académie française, donc c'est un peu idée courte, histoire longue. Si vous avez quelqu'un que vous n'aimez pas, que vous détestez, je sais pas, votre belle-mère, un ami... son contrôleur des impôts. Son contrôleur des impôts. Tout sonne creux dans ce livre. Alors il y a des gens qui ont adoré, moi ça m'est tombé des mains. Voilà, je trouve qu'on est au pays des déambulateurs littéraires. C'est vraiment voilà, si vous pouvez presque l'acheter avec un déambulateur si c'était pas si cher, on devrait le donner. Donc c'est Onodibio, plongé, c'est chez Gallimard, un livre pour un ami ou une amie. Alors ceci dit, il est fort sympathique, très très beau. Donc je peux vous conseiller, je l'avais dit pour certains, de garder sa photo. Alors je devrais pas le dire au libraire, hein, mais c'est vrai que c'est certain comme ça. Vous retirez la couverture et puis vous gardez que ça. Vous le piquez. Hein, je peux vous le dire n'importe comment, le libraire il vous dira rien. Hein, et vous avez juste ça, c'est super bien. Vous pouvez le garder. Je vous donnerai d'autres. Je peux l'avoir, je vous donnerai ma collection. J'en ai déjà. Voilà, je vais l'accrocher dans ma chambre. Voilà. Alors, je parlais de Laura Kazicské juste avant son premier. Bouclons la boucle. Je vais parler du dernier. Les derniers sont les premiers. Le dernier, Esprit d'hiver. Oh my God. Oh my fucking God. Voilà. Tu l'as lu ? C'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Alors, on retrouve les ingrédients habituels de Kazicské. Le froid, la brume, l'atmosphère pesante. Il faut être un petit peu en forme. Il faut avoir fait sa luminothérapie le matin avant de s'y coller. Parce que, voilà. Moi, ce que j'ai adoré dans Esprit d'hiver, je le remontre, c'est qu'on a affaire à un huis clos. Donc, ça contribue à accentuer encore cette atmosphère pesante. Une mère et sa fille sont chez elle. Elles préparent le repas de Noël. Il y a le papa qui doit arriver. Il y a d'autres membres de la famille. On comprend vite qu'ils n'arriveront jamais. Il y a un énorme blizzard et la mère et la fille sont comme ça confinées dans la maison. Et celle qui fout les boules, c'est la petite fille Tatiana. Faut se méfier des petits. Ouais, on comprend qu'elle a été adoptée en Sibérie dans un orphelinat assez glauque. Il y a plein d'allers-retours entre le présent de ce huis clos et le passé, d'où vient cette petite Tatiana. Et la narratrice, Oli, qui est donc la mère de Tatiana, n'arrête pas de dire que il y a quelque chose de bizarre. Quand on est rentré de Sibérie, on a ramené notre petite fille, mais on a ramené quelque chose d'autre. Je sais pas quoi, mais on a ramené quelque chose d'autre. Et chez Kazicské, là, pour le coup, on retrouve toujours la société américaine, mais là plutôt middle class, banlieue tranquille, etc. Et on a encore une fois affaire à ces thèmes de prédilection qui sont une vision un peu particulière de la maternité, de l'innocence et de sa perte. Ça a été traduit parce qu'on ne dit jamais, quand on dit que c'est un beau style, c'est par Aurélie Tronchet. Et je trouve qu'on cite pas assez les traductrices et les traducteurs, boulot. Alors que souvent le succès d'un livre dépend aussi de cette personne. Par exemple, moi, il y a un passage que j'adore dans ce bouquin, je vais te le lire. Laura Kazicské, elle a une façon bien à elle de décrire une botte de carottes sortie du frigo. Après s'être enfoncée sous la terre comme de longs doigts insidieux, elle continue de pousser dans le bac à légumes du réfrigérateur comme les cheveux et les ongles des morts dans leur tombe. Ça te donne un peu une idée de l'ambiance. Hein. Elle écrit bien.
Ben oui, elle écrit bien. Vous ne faites pas toute la collection de Kishishte en même temps. Ah non, sinon c'est la dépression. Voilà, on vous perdra, donc non. Non, petite dose. Alors moi je suis à l'antithèse de ça. Je vais vous faire il n'y a pas besoin de vitamines, il n'y a pas besoin de jus d'orange, parce que ça c'est le jus d'orange et ça c'est les vitamines. C'est en seringue, c'est un antidépresseur, ça devrait être remboursé par la Sécu. Eva Rice. Alors Eva Rice, on l'avait découvert il y a quelques années avec un livre de poche. Je m'étais fait avoir parce que ça s'appelle L'amour comme par hasard et je pensais que c'était pour les filles. Et en fin de compte, vous vous rendez compte qu'il y a une partie féminine qui est quand même très très importante. Mais je l'ai acheté parce que je me suis dit c'est pour les filles. Ça m'a attiré. Et ça marche pour les garçons aussi. Et là, elle vient de faire paraître. J'ai adoré de chez adoré. Remarquez, si j'avais pas adoré, je vous le présenterai pas. Eva Rice, Londres par hasard, chez Baker Street. Vous voyez la couverture, mon cher Fred? Oui, c'est bon. Non, parce qu'on a des techniciens d'enfer derrière. Vous imaginez pas. Enfin bon, on a la guêpe, alors qui est une des. Là, je sais pas si on peut la montrer la guêpe ou pas. On va montrer la guêpe. Alors c'est une technicienne. Les États-Unis eux-mêmes nous l'arrachent. Alors Londres par hasard, les enfants, c'est le meilleur livre de détente que j'ai lu depuis très très longtemps. On est dans un petit village de Cornouailles. Alors comme vous savez, comme Agatha Christie, un presbytère, le père est curé, enfin est pasteur plus exactement. Il y a un château avec une châtelaine un peu folle, 7 enfants, dont 2 sœurs, Lucie et une autre héroïne. Et notre héroïne, elle est fanat de poney, donc elle se cache pour faire du poney parce que au château ils sont riches, donc elle peut se le faire. Et puis alors là, les rebondissements vont commencer. Et la châtelaine se rend compte qu'elle a une voix d'enfer, notre héroïne. Alors Lucie, c'est pas le même genre. Lucie, elle est très très jolie, mais c'est le genre vieille pierre. Elle est passionnée des garçons, tout ça, elle n'en a rien à faire. Elle, c'est les monuments historiques, c'est-à-dire qu'elle veut sauver tous les châteaux des alentours. Il pourrait y avoir James Dean à côté, elle n'en a rien à foutre. C'est le genre robe longue, vous savez, avec à long poil, les plaids, le truc. Mais elle est très très jolie aussi. Et puis elle a une belle voix. Un jour, un type la remarque, il l'emmène à Londres avec sa sœur. On est dans les années 60, et là elle va faire une première chanson, un premier disque, premier succès, et elle va tomber amoureuse d'un espèce de type, d'un petit groupe qui s'appelle Brian Jones. Vous savez, un espèce de truc, on ne sait pas si ça marchera, un groupe qui s'appelle les Rolling Stones. Et puis elle remarque un autre type dans le groupe avec des grosses lèvres, enfin ça lui fait très très drôle, elle va être très très amoureuse. Et sa sœur, qui a été amoureuse, elle, des vieilles pierres, les mini-jupes, vous voyez, la robe, elle a pris une mini-jupe, elle va tomber amoureuse, je vous dis pas aussi d'un chanteur, ça va être du délire, c'est hyper sympa. C'est le Londres des 60s, c'est-à-dire c'est Londres qui a fait éclater la mode. Swinging London. Voilà, ça a fait éclater la musique, la mode. Il va leur arriver des tas de trucs, des rebondissements dans la famille. Il y a un secret, c'est génial, c'est de chez génial, franchement. Alors les gars, vous pouvez le lire, les filles, c'est absolument indispensable. Vous prenez ça, une fois que vous l'avez commencé, c'est foutu. Vous pouvez aussi vous mettre de la musique, parce que c'est le combat des Rolling Stones et des Beatles, 2 petits groupes, on ne sait pas ce qu'ils deviendront. C'est plein de couleurs, c'est plein d'odeurs, c'est plein d'amour, c'est plein de passion, mais c'est pas neuneux, c'est une petite merveille, ça s'appelle Eva Rice, c'est Londres par hasard, chez Baker Street. T'es bon vendeur, Gérard. J'ai découvert ce monsieur, je dois être complètement inculte, je connaissais pas Richard Ford avant. I did not know this guy before. Bon, alors attendez, j'ai pris une petite note parce que c'est quand même pas la moitié d'un neuneu, il vient du Mississippi. Alors qu'est-ce qu'il a eu en 96? Le prix Pulitzer. On emploie des naïfs et des incultes, Richard Ford. Pulitzer en 96 pour Indépendance. C'est comme Harrison. Bon. C'est cette littérature des grands espaces. Ça génial, voilà. Canada, 1960, ça se passe, famille américaine, voilà, typique, classe moyenne, qui pourrait avoir une vie très plan-plan, mais alors, oh là là, tout part à volo. C'est l'histoire de Dell, un adolescent qui a 15 ans, et ses parents qui manquent un petit peu de sous. Le père traîne dans des combines, il vend du bétail, etc., un peu sous le manteau. Il décide de braquer une banque. Il convainc sa femme de braquer la banque avec lui, un peu à la Bonnie and Clyde. Et manque de bol, ils se font choper. Et il y a des conséquences, parce qu'ils ont 2 enfants, 2 jumeaux. Et donc le garçon d'elle se retrouve tout seul parce que sa sœur, elle, se fait la malle une fois que les parents sont mis en prison. Et on suit en fait la destinée de ce jeune garçon qui se retrouve comme ça complètement démuni, livré à lui-même et qu'on va placer au Canada, dans le
Saskatchewan. Et alors là, il est embauché pour travailler dans un hôtel, il fait le ménage, il travaille pour un gars un peu louche qui s'appelle Arthur Reimlinger et qui a traîné dans des combines qui est recherché aux États-Unis. Donc Dale, il tombe dans cet endroit, dans ce no man's land, un peu démuni, et c'est la fin de l'innocence pour lui. On sent que sa vie a changé, que plus rien ne sera jamais comme avant. Moi, ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est le fait que le narrateur, ce jeune garçon, raconte les événements des années plus tard, avec ce recul d'homme, cette expérience, et il essaie en vain, il essaie sans cesse de trouver qu'est-ce qui a dérapé. Moi j'ai bien aimé aussi parce que c'est typiquement un roman d'ambiance, d'atmosphère. Je trouve qu'il n'y a pas un suspense de dingue, mais on se laisse porter. On se laisse vraiment porter. Et ce qui marche, c'est l'empathie qu'on ressent pour le personnage principal, pour ce jeune garçon. Qui aime bien ses personnages. Et ben ça se ressent. Ouais. On est vraiment attaché à ce garçon et on voyage avec lui aux États-Unis, au Canada, dans les grands espaces, c'est fabuleux. Je me suis complètement laissée emporter, moi, Gérard. On continue chez les filles ? Oui. Allez. Alors ça, c'était une découverte. Ça, c'était un peu une injustice. Thérèse Anne Fowler, le roman de Zelda, c'est chez Michel Lafon. Ça, c'est vraiment une des grandes injustices de l'année. Nous, on le vend très, très, très bien. Et je ne comprends pas que ça décolle pas plus. Bon, Zelda Fitzgerald, Scott Fitzgerald, couple mythique, comme on dit, comme Kennedy, un couple complètement, on ne se rend pas compte, mais un couple qui va aller à l'encontre de tout ce qui était de bon ton de faire, c'est-à-dire qu'ils vont aller à l'encontre de leurs parents pour se marier, un couple... Elle est vraiment... elle bouffe Fitzgerald quand elle était jeune. Ouais. Il en est complètement fou. Il faut qu'il réussisse. S'il ne réussit pas, elle le prendra pas. Elle sort avec plein de types. Lui, il est un peu... Comme les mecs à qui on résiste, c'est quand même un peu gênant. Et puis, il va tout faire. Il va devenir... il va faire des nouvelles. Enfin, ce qu'on appelle des nouvelles, des petits romans aux États-Unis et à New York. Ils vont monter à New York. Ça va être le succès. Et ils vont brûler leur vie. C'est le moment de le dire. Mais le thème de ce roman, c'est comment cette femme qui était surdouée, c'est-à-dire qu'elle va écrire des livres, des romans, un roman en particulier, qui est complètement folle de danse, qui a tout pour faire une génie, quelqu'un qui devrait exploser, mais elle va exploser en vol parce qu'elle va être bouffée par la célébrité de Fitzgerald. Elle va devenir folle, elle va boire comme lui, c'est un couple absolument maudit. En plus, c'est extraordinaire parce que ça décrit la société américaine jusqu'aux années 29, c'est-à-dire la crise arrive et ils vont mourir en même temps, c'est-à-dire qu'elle va mourir dans son hôpital psychiatrique qui va prendre feu. Et lui, il va mourir comme ça, de maladie, parce qu'il a tellement bu, il est usé jusqu'à la corde, il était considéré comme un immense écrivain, et puis peu à peu, il va plus être employé que par Hollywood. Et c'est vraiment un des portraits de femmes les plus bouleversants que j'ai jamais lus. C'est aussi une époque extraordinaire, parce que ces gens, ils vivent sur la fin d'une époque, ils savent pas qu'ils vont exploser en vol avec la crise de 29. C'est la disparition d'une époque. Allez-y, c'est vraiment... Alors ça se dévore, même si vous connaissez pas Fitzgerald, même si vous connaissez pas Hemingway, parce que vous allez rencontrer plein de gens célèbres là-dedans, même si cette époque, vous serez complètement bouffé. C'est vraiment un grand roman d'amour. Alors tout le monde le sait, ça finit mal, mais au moins eux, ils ont vécu, quoi. C'est l'antithèse de ce qui se passe un peu à notre époque, où les gens sont d'un conformisme affligeant. C'était des vrais rebelles, en fait. C'était des vrais rebelles, c'est-à-dire, et puis qui... J'appelle rebelles, c'est-à-dire qu'ils mettent leur vie en jeu et qu'ils vont en mourir. C'est pas comme maintenant où on met on vit plutôt. En ce moment, on fait plutôt semblant de vivre la rébellion, mais bien assis dans son fauteuil ou en première classe. Donc allez-y, c'est le roman de Zelda, c'est de Thérèse Anne Fowler et c'est chez Michel Lafon. C'est une petite merveille. C'était bien, Gérard. On a passé un bon moment. Moi, pour aujourd'hui, ça me va. Moi, je peux juste vous faire signaler un truc. Oui, allez-y. Allez, la parution. Ken Follett, La chute des géants, tome 1, les gens nous réclamaient le tome 2 en poche, ça c'est de la version poche, c'est la grande histoire du XXe siècle de Ken Follett en X volumes. Et bien vient juste de paraître le tome 2, L'hiver du monde, celui que tout le monde attendait, et pour 11,20 €, vous aurez vraiment du plaisir à mourir, le contraire d'un livre de Yann Moix, c'est-à-dire que pour la moitié d'un Yann Moix, vous avez le double de plaisir. Alors je regarde la taille, si ça rentre dans mon sac. Mais oui, ça rentre. Oui, ça va rentrer. C'est bon. Alors, ça va rentrer. Voilà, j'espère que cette émission vous aura fait plaisir. C'est la première, alors on est un peu neuneux. On est en rodage. Elle est toujours brillante. Oui, on est en rodage, donc voilà, on a mis chacun un 100p sous soi pour être un peu plus grand, pour qu'on soit à la hauteur de vos attentes. Si vous pensez qu'on est trop lourd, qu'on est trop court, qu'on fait trop, vous nous envoyez des mails et puis on essaiera de ne pas en tenir compte. À bientôt et à la prochaine. À bientôt.